La vraie question qu'on devrait tous se poser sur l'IA, ce n'est pas de savoir si elle va prendre le contrôle, c'est de savoir ce qui se passera quand on ne pourra plus se passer d'elle. Parce que le vrai danger, le plus grand risque, c'est que l'humanité petit à petit devienne tout simplement incompétente. Cette phrase, elle met le doigt sur une peur qui grandit de jour en jour. Sauf que la plupart des gens se trompent complètement de menace. On nous parle sans arrêt d'apocalypse, de fin du monde, mais la vraie menace est bien plus silencieuse, beaucoup plus subtile. Et elle ne nous attend pas dans le futur, non, elle est déjà là, en train de se jouer en ce moment même à l'intérieur de nos têtes. Ah, ce scénario, on le connaît par cœur, pas vrai? L'IA militaire qui devient soudainement consciente, qui décide que les humains sont le problème, et hop, c'est parti. Attaque nucléaire mondiale, armée de robots tueurs pour finir le travail. Bref, vous avez le tableau, le grand classique, le scénario à la Terminator. Le problème avec cette histoire, aussi flippante soit-elle, c'est qu'elle repose sur des technologies qui, soyons honnêtes, n'existent pas encore. Et surtout, elle nous fait regarder dans la mauvaise direction. Elle masque un autre danger, bien plus réel, bien plus insidieux. Un danger qui n'a pas besoin d'attendre 2029 pour frapper. Il est déjà dans nos vies. Mais où exactement ? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le vrai risque, ce n'est pas une prise de pouvoir spectaculaire par des machines, non. C'est une perte progressive de nos propres capacités. C'est une sorte d'atrophie de notre cerveau. Franchement, posons-nous la question. Si on est comme la plupart des gens, la réponse est probablement « ça fait un moment ». On lui délègue de plus en plus de choses et ça nous libère du temps. Ça nous donne une sensation de puissance presque magique. Mais comme toute magie, il y a un prix à payer. Alors, quelles sont les conséquences à long terme de cette facilité déconcertante ? Eh bien, ce phénomène, il a un nom. Ça s'appelle le délestage cognitif. Pour faire simple, c'est exactement comme utiliser un GPS. Au lieu de se fatiguer à créer une carte mentale d'un endroit, notre cerveau se contente de suivre les instructions. Il sous-traite l'effort. Le truc, c'est qu'avec l'IA, on ne délègue plus seulement notre sens de l'orientation, on délègue la pensée elle-même. Et pour vraiment saisir à quel point c'est sérieux, il faut jeter un œil à l'intérieur de la machine la plus complexe de l'univers, notre cerveau, et observer comment l'IA vient, sans qu'on s'en rende compte, saboter un processus d'apprentissage qui a mis des millions d'années à se perfectionner. Pour apprendre quoi que ce soit, notre cerveau suit toujours un cycle en 3 temps. D'abord, l'étape 1, la théorie, on encode l'info. Ensuite, l'étape 2, la pratique, et ça c'est le moment crucial, c'est là qu'on se creuse les méninges pour essayer de retrouver l'information. C'est cet effort de rappel qui grave la connaissance dans notre mémoire. Et enfin, l'étape 3, la métacognition, on a un retour, un feedback, qui nous dit si on a bien fait ou pas, et qui permet au cerveau de renforcer les bonnes connexions neuronales. Et c'est précisément là que ça coince. L'IA, elle, nous donne une sorte de passe-droit magique pour aller directement de la théorie au résultat. La pratique, cette étape d'effort, de galère nécessaire, on la voit comme une perte de temps. Alors, on la saute, on obtient le bon résultat, le code parfait, mais sans avoir rien ancré du tout dans notre mémoire à long terme. C'est l'histoire d'un jeune développeur, appelons-le Antoine. Il s'est mis à utiliser l'IA comme un chef d'orchestre pour générer des tonnes de code. Au début, c'était génial. Mais plus le projet avançait, plus il se sentait noyé, incapable de comprendre le code qu'il avait lui-même dirigé. Il se sentait comme un imposteur, capable de donner des ordres, mais terrifié à l'idée qu'on lui demande de réparer la moindre fausse note. Imaginez une étude, disons, menée au MIT, qui mesurerait l'activité du cerveau en train d'écrire un essai. Le groupe qui n'utilise que son cerveau, activité intense. Celui qui utilise Internet, activité moyenne. Et le groupe qui utilise GPT-4, l'activité la plus faible de toutes. C'est ce que les auteurs appellent la dette cognitive. On gagne du temps maintenant, mais on le paye plus tard, avec les intérêts en termes de compétences. On connaissait déjà l'effet Google, on ne retient plus les faits, on retient juste comment les retrouver. Mais avec l'IA, on passe à un tout autre niveau. Ce n'est plus seulement notre mémoire qu'on sous-traite, c'est notre capacité à raisonner, à structurer une pensée, à créer. Le risque, ce n'est plus juste d'avoir des trous de mémoire, c'est de vider complètement notre bibliothèque mentale. Bon, à ce stade, le tableau est plutôt sombre, on est d'accord ? On pourrait croire qu'on est tous condamnés à devenir intellectuellement paresseux. Mais l'histoire est un peu plus complexe que ça. Parce que tout le monde, et c'est là que ça devient intéressant, n'utilise pas cet outil de la même façon. La question logique, c'est est-ce que les pros, les experts, sont logés à la même enseigne ? Est-ce qu'ils risquent eux aussi de tomber dans le piège de la facilité ? Qu'est-ce qui se passe quand on donne cet outil surpuissant à quelqu'un qui, justement, maîtrise déjà son sujet sur le bout des doigts ? Et là, attention, c'est le retournement de situation. Une enquête a montré que les développeurs les plus expérimentés, les seniors, utilisent l'IA plus que les débutants. Attendez une seconde, comment ça se fait ? Les gens qui, en théorie, en ont le moins besoin sont ceux qui s'en servent le plus. La clé, ce n'est pas de savoir si on utilise l'IA, mais comment. Et voilà toute la nuance.
Le novice, lui, utilise l'IA comme une béquille. Il lui délègue sa pensée pour avoir un résultat rapide. L'expert, c'est totalement différent. Il l'utilise comme une équipe de juniors. Il augmente sa propre pensée. Il inspecte le travail, il le corrige, il se le réapproprie. Il ne saute pas l'étape de la pratique, il l'accélère. Pour que ce soit limpide, imaginez un grand chef étoilé. Il connaît chaque poste de sa cuisine. Il sait éplucher les légumes, maîtriser les cuissons. Il peut donc diriger sa brigade d'IA sans problème. Le novice, lui, c'est comme s'il essayait de diriger cette même brigade sans jamais avoir touché un couteau de sa vie. Il est incapable de juger si le travail est bien fait. Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un amplificateur. Elle amplifie les compétences qu'on a déjà, mais elle amplifie aussi le manque de compétences. La responsabilité, elle nous revient donc entièrement. À chaque fois qu'on ouvre un outil d'IA, on a un choix à faire. 2 chemins s'offrent à nous. D'un côté, la voie de la béquille. On demande « donne-moi la réponse ». De l'autre, la voie du tuteur. On demande « aide-moi à trouver la réponse ». Le premier chemin optimise la vitesse et accumule une dette cognitive. Le second optimise l'apprentissage et construit une force cognitive. Le problème, c'est que ce choix est loin d'être facile. Notre cerveau, il faut le savoir, est une machine à économiser de l'énergie. C'est le fruit de l'évolution. Il cherchera toujours le chemin le plus court, celui qui dépense le moins de calories. La paresse intellectuelle, ce n'est pas un défaut, c'est notre réglage par défaut. C'est pour ça qu'utiliser l'IA pour vraiment apprendre, ça demande un effort conscient, une discipline. Il faut activement choisir de se compliquer un peu la vie, de lutter contre cette tendance naturelle à la facilité. C'est un peu comme choisir de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, mais pour notre cerveau. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? D'abord que le vrai danger, ce n'est pas Skynet, c'est notre propre paresse cognitive. Ensuite que l'IA nous force à choisir. Est-ce qu'on veut des réponses toutes faites ou un vrai savoir ? La technologie est neutre. C'est notre usage qui décidera si elle nous rend plus intelligents ou si elle nous atrophie. Au fond, tout se résume peut-être à ça. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse folle, c'est un fait. Mais pendant ce temps, que fait-on de notre propre intelligence ? C'est un choix. Et c'est un choix qu'on fait chaque jour, à chaque prompt.